Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leur lecture et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture. Bonjour, bienvenue au Salon du Livre de Montréal. Je suis ravie de vous accueillir pour une table ronde gourmande. Mon nom est Christine Brouillet et mes invités, Jean Soulard, Leslie Chesterman, et Véronique, Geneviève Evrel et Véronique Bouchard. Je suis ravie de vous rencontrer et j'ai lu vos livres avec énormément de bonheur. Pourquoi? Parce que vous nous faites rêver dans des temps qui sont assez difficiles, de se plonger dans un univers aussi appétissant. Ça réjouit vraiment toutes les papilles. Et quand je lisais le livre de Geneviève, qui est très connue sous le nom de Miss Sushi, je me dis qu'elle est entrepreneur, créatrice de produits, animatrice, auteure de plusieurs livres, qui aime relever des défis, entre autres le fait que vous n'étiez pas végétarienne avant d'écrire un livre sur le végétarisme. Et ça m'a vraiment fait rigoler et intriguer. Et dans le livre que vous nous présentez, le tout dernier, Les soupes repas, c'est un livre qui donne envie que l'hiver arrive. Parce qu'on se dit, on va se réchauffer, on va se réconforter avec ces bonnes soupes-là. Il y en a pas une qui n'est pas tentante. On a toute envie d'y faire. Je ne sais pas par laquelle j'ai fait la soupe faux, évidemment, parce que j'adore ce bouillon-là. Mais il y a des trucs formidables. J'ai vraiment adoré. Véronique, maîtrise en agronomie, copropriétaire de la ferme aux petits oignons. Quel nom charmant, c'est parfait. Entreprise maraîchère biologique à Mont-Tremblant, qui est un modèle concernant tout autant la production de produits bio que d'offrir aussi aux gens des conditions de travail équitables. Ça, c'est vraiment un souci que vous avez, puis c'est formidable. Et vous nous présentez un livre qui s'appelle « Cuisiner sans recette ». Il y a des conseils, des techniques. C'est vraiment un livre qui nous dit d'y aller avec curiosité et spontanéité et d'ouvrir le garde-manger qui est la terre autour, qui est la forêt, qui est tout ça. Donc, ça nous donne des outils pour y aller avec peut-être une certaine liberté. Mais c'était vraiment passionnant. Leslie Chesterman, critique gastronomique tellement aimée des lecteurs de gazettes, exploratrice des tendances culinaires, vous nous offrez un livre qui fourmille de conseils judicieux autour de 100 recettes classiques qu'on redécouvre avec grand bonheur. Il y a des choses qu'on dit, mon Dieu, comment ça, j'ai pas fait ça depuis si longtemps. C'est vraiment absolument charmant. C'est des recettes qui ont un goût de bonheur, un parfum réconfortant. Et j'ai adoré l'humour dans les présentations de certaines recettes. Vraiment, c'est très, très chouette. Jean Soulard, est-ce qu'il y a besoin de présentation? Pendant 20 ans, le fleuron du Château Frontenac comme chef, un grand voyageur. Combien de livres de cuisine? Il y en a beaucoup. J'en ai d'ailleurs plusieurs à la maison. J'ai une lasagne au homard que je fais à chaque année. Dans ce livre-là, qui n'est pas un livre de recettes, on découvre Jean Soulard à travers son enfance, ses premiers pas dans la restauration, les voyages. On se promène partout dans le monde et surtout, comme toujours, tu rends hommage aux gens que tu admires, tous les producteurs, les maraîchers, tous les gens qui font que la cuisine au Québec a changé de visage. En 20 ans, bon, vous avez vu l'évolution, c'est plus du tout ce que c'était il y a deux ou trois décennies. On est dans un pays qui est formidable. Bon, là, actuellement, on sait tous que la situation est plus difficile pour tout le monde et on va en parler tout de suite. On va régler le problème. L'éléphant blanc ne sera plus dans la pièce. Durant la pandémie, tout le monde s'est mis à faire des gâteaux, du pain, des confitures. En fait, des confitures, il fallait avoir les fruits, là. Mais qu'est-ce que vous avez fait, vous, durant la pandémie? Jean, je crois que tu as écrit ton livre. Oui, moi j'ai écrit mon livre, comme je l'explique dans les 23 récits. Le dernier récit raconte finalement comment a commencé ce livre. Je pars avec mon sac à dos dans le bout de l'Inde, à Pondichéry, le 10 mars, pour me rendre compte 2 jours plus tard, quand j'arrive là-bas, que le Québec s'est confiné et que c'était mieux si je devais tomber malade de retourner à la maison, si bien que je fais un aller-retour de Québec à Pondichéry. Et quand je me retrouve tout seul à la maison, je me dis, je peux pas rester sans faire quelque chose. D'abord confiné, je peux même pas aller prendre un café sur l'avenue Cartier.
Je me dis, faut faire quelque chose. Et l'idée du livre était là. Et je me suis dit, OK, écris le premier paragraphe. Et puis, tu vas peut-être faire quelque chose. Et ça a été très difficile. Je me suis rendu compte que ce n'est pas un livre de recettes que j'écrivais, même s'il y en a une bonne dizaine d'écrits avant. Et là, j'étais ailleurs et j'ai eu le vertige beaucoup. Et j'ai mal dormi quelquefois. Mais c'était la bonne période parce que vous n'étiez pas dérangés. Il y avait rien à faire d'autre que ça. Vous ne pouvez pas sortir de la maison. Je sortais pour faire mon jogging autour des plaines d'Abraham à Québec. Et puis je revenais sur ma machine. Et voilà. Bien, à toute chose, la pandémie va avoir été bonne puisque ça nous a donné ton livre. Et je me permets de signaler que je tutoie Jean parce que ça fait tellement longtemps qu'on se connaît que ça serait très bizarre si on commençait à se vous voyez. Donc, mais je sais pas parce que ma mère m'a mal éduquée. Leslie, qu'est-ce que vous avez fait, vous, durant la... Alors, j'étais à Paris. Je visitais ma sœur qui était à Paris. Alors, j'ai amené mon petit garçon de 16 ans à Paris. On était au Louvre. La dernière journée avant que ça ferme, on était dans des bistrots pleins à craquer. Bouillon Chartier, on était un à côté de l'autre. Des gens avec des masques et on riait des gens avec les masques. Quand j'y pense aujourd'hui, j'ai rentré tout de suite, c'était la pandémie. J'étais en train de finir le livre. On avait fini tous les photos avant. Juste avant, c'est un miracle parce que on a fait toutes les photos chez moi dans ma cuisine. Et ensuite, j'ai dit, bon, alors c'est le moment que je vais commencer à faire toutes les choses que j'avais envie de faire. Et il y a 20 ans, j'ai fait des pains au levain avec le levain maison et tout ça. J'ai dit, bon, je me relance. J'ai commencé à faire du pain au levain comme tout le monde. Et j'en reviens pas parce que dans la cuisine, le pain au levain, c'est une des choses les plus difficiles à faire. Et tout le monde a décidé de commencer avec... C'est comme un danseur de ballet qui commence avec des fouettes. C'est je pense plus difficile, tout à fait. Ça vient d'une émission de Ricardo, où il a parlé de pain au levain. Après ça, impossible de trouver de la levure dans tout Montréal. Donc, il doit y avoir eu un petit engouement qui est parti là. Mais c'est effectivement commencé avec le pain au levain. Mais vous en êtes tiré, j'en suis persuadée, parce que vous avez la maîtrise et l'expérience. Oui. Oui. Alors, oui. Mais quand même, à la maison, c'est pas pareil. De faire la cuisine à la maison, ça n'a rien à voir avec la cuisine dans les restaurants ou dans les hôtels. Alors, de faire du pain pour 500 personnes, c'est presque plus facile, honnêtement, que de faire 2 pains. Alors, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai eu un appel de l'émission de Catherine Perrin pour faire les tartelettes de Dr. Arruda. Alors, les tartelettes portugaises, les natas. J'ai fait des natas. J'ai fait des dumplings. J'ai décidé des pâtes. J'ai décidé de faire toutes les choses que j'avais jamais fait et je continue aujourd'hui. J'ai fait des fèves au lard pour la première fois. Je veux dire, j'ai fait des gâteaux de noces pour 20 ans, puis là, je fais des fèves au lard. Mais c'est magnifique parce que c'est des découvertes tout le temps. Mais oui, mais Leslie, c'est formidable. Ça veut dire que vous allez pouvoir nous concocter un nouveau livre pour l'an prochain? Ben, je pense avec toutes les recettes. Les recettes de la pandémie qui sont réconfortantes. C'est ça. Mais c'était une opportunité les gens disent tout le temps, j'ai pas de temps de faire la cuisine. Mais maintenant, ils n'avaient pas d'excuses. Alors moi aussi, pas d'excuses non plus. J'ai pas d'excuses. Et d'ouvrir des livres et dire, tiens, j'ai envie d'essayer X. Je pense que j'ai passé toutes mes X. Mais non, c'est pas vrai. On peut jamais tout passer en cuisine. Hein. Il y a toujours des découvertes à faire. Mm-hmm. Alors, c'était ça, la pandémie. Et l'édition du livre, et on a même à la fin, on a ajouté une recette à la dernière minute. J'étais tellement contente. De pudding au riz, un plat que j'aimais pas du tout. J'ai toujours trouvé ça tellement... Insignifiant. Et j'ai dit... C'était ça un peu aussi l'idée du livre, c'est de prendre des recettes qui sont très ordinaires et de le faire à mon goût et de le faire d'une façon... Hier soir, j'ai fait un gâteau Boston, un gâteau que je trouve sec. Où il est, le gâteau? Il n'est pas ici, non, et j'aime ça, l'idée de transformer, au lieu de dire « j'aime pas », de dire « bon, c'est ça l'idée, je vais le faire à ma façon ». Et je pense que c'est ça l'idée en cuisine, d'adapter les recettes à nos goûts. Oui. Et comme ça... Ça, c'est mon intérêt maintenant en cuisine. Merci. Je pense que c'est pas Geneviève qui va vous contredire de faire des recettes à notre goût. Exact. Parce que là, vraiment, ce que je disais tout à l'heure en présentation, d'apprendre que vous n'étiez pas végétarienne, vous écrivez un livre sur le précédent qui était sur la cuisine végane. Ça m'a vraiment fascinée parce que moi, je mange de tout. Moi, je suis tellement gourmande que il n'y a rien qui me déplaît. Mais je me suis dit, ça se traîne vers vraiment une nouvelle cuisine et puis se lancer comme ça. J'ai dit, oui, wow. Ben,
C'est sûr que moi, je suis absolument pas végétarienne, très carnivore même. Donc, quand j'ai décidé de faire ce livre-là, qui est un hors-série, qui est à peu près une 50aine de recettes, c'est sûr que moi, avec le service de chef sushi à la maison, sushi à la maison, mes Miss Sushi doivent souvent faire des sushis végétariens pour les clients parce que c'est des soirées de 10 personnes minimum. Donc, j'ai fini par avoir un grand éventail de sushis créatifs, non traditionnels, végétariens. Donc, je me suis un peu basée sur ce que je propose chez les gens pour pouvoir faire ce livre-là. Mais j'avoue que ça a été vraiment dur parce que pour moi, c'est un défi. C'est comme pas naturel. Il faut vraiment que ça... Je sais que ça goûte bon, que ça soit gourmand et décadent, même si c'était végé, mais ça a été quand même facile. C'est appétissant, je peux le dire. Merci. Mais durant la pandémie, est-ce que vous avez préparé le livre Soupe repas ou il était juste d'être terminé? Okay. Moi aussi, j'étais chanceuse. J'ai fait les photos dans ma cuisine aussi, donc ça venait d'être terminé. Il restait juste le portrait qu'on a fait illégalement pendant la pandémie. Là. Donc, ma photographe est venue rapidement. On a pris la photo parce qu'il nous manquait le cover. C'est quand même important. Mais sinon, en ce qui me concerne, pendant la pandémie, j'ai énormément cuisiné, mais j'ai fait beaucoup d'éducation de consommateurs. Donc, je faisais des lives sur Instagram. Je cuisinais soit mes produits à moi que je vends en épicerie pour expliquer aux gens comment les cuisiner, comment les apprêter, puisque tout le monde devait cuisiner à la maison. Alors, évidemment, j'ai fait plein d'autres choses aussi. Rendez-vous à tous les jours à 16h sur mes plateformes. Ça a été vraiment chouette. Puis, je me suis revirée de bord aussi pour aider mes employés. Donc, on a continué d'exercer. Mes 2 restaurants sont restés ouverts pendant la vague 1. Mais on a fait des boîtes mystères. Le concept est resté. Donc, on a essayé... Je voudrais pas encore dire le mot réinventer là, parce qu'on le surutilise tellement ces temps-ci. Mais je me suis débrouillée, comme d'habitude. Il faut se débrouiller, on n'a pas le choix. Là. Donc, dans le chaos. Et Véronique, comment vous vous êtes débrouillée durant la pandémie? Bon, vous n'êtes pas morte de faim, c'est sûr. Vous avez tout là, autour de vous. Non, puis... vous saviez tout préparé, donc... Tout à fait. Puis je peux pas dire que moi, j'ai eu le plaisir d'avoir du temps libre du tout avec cette pandémie-là. On s'est vraiment retrouvés au front de cette crise-là, mais à être plus que jamais là, dans notre mission nourricière aussi, dans une approche aussi de résilience alimentaire. Quand la pandémie a éclaté, moi, j'ai été en mission de coopération internationale au centre du Bénin. J'ai été rapatriée. Puis, il y a 2 ans, on a ouvert notre marché et bistrot fermier aux Petits Oignons, qui est une épicerie fermière. C'est un concept qu'on a rêvé, là, puis qu'on a réalisé, mis sur pied là, dans les 2-3 dernières années. Donc, on opérait une épicerie fermière où on vend nos produits de la ferme, mais aussi les produits des autres fermes locales. Et là, on s'est retrouvés avec des enjeux de main-d'œuvre. Notre achalandage a triplé au marché fermier. À la ferme, ça a été aussi l'abondance d'abonnements pour les paniers bio, alors que d'habitude, on était complet au mois de juin, juillet. Au mois de mars, il a fallu prendre la décision. On était déjà complet à 650 familles abonnées. À cette époque-là, on ne savait pas si les marchés d'été pouvaient avoir lieu. Donc, on a décidé d'augmenter le nombre de places de paniers à 900 paniers en se disant qu'on vendrait moins au marché. Puis, en sachant pas, au moment où on prenait les abonnements, quelle forme prendrait la distribution des paniers. Mais comme on a ce lien-là direct avec nos abonnés, on savait qu'on allait s'adapter, qu'on allait pouvoir communiquer, puis qu'on allait trouver là, une façon là, de s'alimenter avec ce qui pousse dans nos jardins, puis avec les partenariats qu'on a avec les autres fermes locales aussi. En fait, la pandémie a été pour vous la preuve que votre idée, votre fonctionnement, votre manière de travailler, c'est la bonne. Tout à fait. Puis le livre était déjà écrit là, à 88%. Oui, parce que si on n'écrit pas ça en quelques minutes, là, c'est un livre... Ça faisait 5 ans que je travaillais sur le projet. C'est sûr que j'ai rajouté certaines parties où je parle un petit peu de la pandémie parce que je parlais du concept de résilience alimentaire dans un contexte où on est dans les changements climatiques, puis les scientifiques nous disent qu'on va faire face à des bris d'approvisionnement causés par des sécheresses, des événements climatiques. Donc, c'était une menace qui était peut-être lointaine et un peu plus abstraite. C'est précisé. Arrive la COVID, qui fait partie de ces mêmes changements globaux, là. Perte de biodiversité, changement climatique, amène, entre autres, des conséquences sécheresse,
mais aussi pandémie. Donc, c'est certain que là, on a expérimenté ce que ça veut dire de devoir se débrouiller avec ce qui est disponible sur les tablettes d'épicerie. À notre épicerie, on a manqué aussi de levure, on a manqué de farine à pain, de graines à germer. Notre vente de plants de jardin à la ferme, ça a été fou. On a été sold out la première journée. Les semences aussi de jardin, on était en rupture de stock très rapidement. Donc, il faut se débrouiller avec, les semences, les plants qu'on a disponibles. Il y a des semaines où on a manqué 2 de tofu. Donc, il faut être capable, pour développer notre résilience alimentaire, de cuisiner en adaptant avec les aliments qu'on a sous la main. Donc, mon livre avait une pertinence là, renouvelée avec cet événement-là de pandémique qui était inusité, inédit pour nous tous. Là. Pour la planète, tout le monde on est tous encore sous le choc. Je pense on apprivoise ce chaos-là au jour le jour. Mais votre réponse m'amène à la prochaine question. Comme l'écrivait Leslie, on souhaite tous se retrouver autour d'une table. Et c'est ça qu'on a envie, un bon repas avec nos proches. Puis c'est ce que vous avez voulu transmettre à travers votre livre. Mais moi, je me suis demandé, et ça fait quoi ce que Véronique vient de dire, est-ce que ce regain d'intérêt, parce qu'on s'est dit, encore un livre de cuisine? Ben non, moi, de toute façon, j'aime les livres de cuisine, il n'y en aura jamais trop. Mais quand même, on peut se poser la question. Puis est-ce que ce regain-là, d'intérêt pour la cuisine. Est-ce que vous pensez que ça va perdurer ou cette attitude-là qu'on a eue par rapport aussi à se débrouiller, à être plus autonome, est-ce que ça va continuer ou est-ce que les gens, si la pandémie dure assez longtemps, on aura peut-être pris le bon pli, mais est-ce que ça va être une mode ou est-ce que vous pensez que les gens vont vraiment avoir appris puis vont se dire, oui, on fait vraiment la cuisine, maintenant c'est le temps de s'y mettre pour vrai, pas juste regarder des émissions, mais passer à l'acte? Dans l'introduction de mon livre, j'ai parlé exactement de ça, mais ce que les gens ne savent pas de la cuisine assez, je crois, et je pense que tout le monde ici serait d'accord, c'est la cuisine, c'est pas juste l'idée de manger quelque chose. La cuisine peut être l'idée de se lancer dans un projet, d'avoir un défi, d'avoir un succès créatif. Moi, je vois la cuisine beaucoup comme une thérapie. Quand ça va mal chez moi, il y a des brownies partout. Et mes enfants sont très contents. Je trouve que les adultes, on n'a pas assez de chance de produire quelque chose de très créatif. Pour moi, la cuisine, on produit quelque chose, on est très fiers de ce qu'on fait, l'idée de tout partager. Et je peux dire aussi que quand j'étais plus jeune, j'étais professeur de cuisine et souvent, on avait des groupes de gens qui étaient ou sur le bien-être social ou le chômage. Et je me souviens, j'avais un étudiant qui, à la fin du cours de pâtisserie, il fallait faire un millefeuille. Et il était très, très nerveux. C'était un homme qui avait beaucoup de problèmes dans la vie. Il était à un cours sur 2. Et il a fait son millefeuille. Et le moment qu'il a fait son millefeuille, il a éclaté en larmes. Il a dit, j'ai jamais fait comme ça, quelque chose comme ça dans ma vie. Moi, j'étais obligée de partir de la classe. Ça m'a tellement touchée. Il était tellement fier de son millefeuille. Et je pense que si quelqu'un veut faire du sushi à la maison, ou je vois tellement de gens sur Instagram en train de poster des photos de leur pain, des photos des recettes de mon livre, ça me rend folle. Ma petite nièce qui vient juste de perdre mon cousin, son père, elle a fait une tarte aux framboises, elle m'a envoyé ça en photo, là. J'étais émue. Elle est fière, les gens sont fiers. On voit tellement de gens qui sont fiers de ce qu'ils ont fait. Et ça peut être des enfants, mais ça peut être des gens plus âgés. C'est à tous les âges. Et pour moi, même si je vais manger chez quelqu'un et si la personne qui a fait le repas dit « Je suis pas bonne en cuisine, tu étais critique de restaurant, je veux pas que tu me juges », je dis « Mon Dieu, premièrement, juste l'effort que vous avez fait ce soir, ça me touche. Et deuxièmement, arrête de penser que vous êtes nul parce que le plus longtemps que les gens en cuisine vont penser qu'ils sont des gros zéros, ils vont rester des gros zéros. Oui. Si ils pensent, ça c'est aussi l'idée de faire des livres, c'est donner beaucoup de confiance pour les gens, d'arrêter de penser que c'est impossible de faire de la cuisine. Parce que moi, je connais une avocate qui me dit tout le temps, je peux pas bouillir un œuf, je peux pas faire... J'ai dit, t'es avocate, t'es une femme avec tellement de succès, mais tu peux pas bouillir un œuf. Non, on peut faire de la cuisine. Oui. Et c'est important de faire de la cuisine. Et j'espère que durant cette pandémie, les gens ont découvert que de toujours acheter des choses, de toujours aller au restaurant. Moi aussi, j'aime beaucoup aller au restaurant. Oui. On perd quelque chose que peut-être la cuisine, c'est plus que de juste mettre quelque chose sur une assiette. Il y a
tout ce qui tourne autour de la cuisine que pour moi est intéressant. Juste manger, je peux manger n'importe quoi. Je peux manger du gruau. Oui. Mais c'est aller trouver des merveilleux produits, c'est d'avoir des techniques qu'on apprend, c'est l'amélioration. On dit en anglais, it's a journey. Mais c'est vrai, on avance et c'est pas vite. On apprend tout le temps en cuisine, mais on peut voir des résultats très vite. Alors moi, j'espère que durant ce temps, les gens ont pris des connaissances qu'ils vont pas lâcher. Oui, et je suis peur. optimiste. Oui, c'est ça, d'avoir moins peur, d'être plus spontané, puis se dire, en plus, comme on le sait tous, si c'est pas de la pâtisserie, on peut y aller avec spontanéité, là. Puis on rajoute, on enlève, bon, il y a tout un chapitre sur le sel, mais c'est passionnant parce que c'est vrai, mais moi, j'espère que ça va durer, mais ça va durer comment? Est-ce que les gens vont prendre des habitudes, par exemple, bon, vous l'avez vu, ça a été une explosion de bonheur par rapport à acheter son panier de légumes, puis c'est important. Mais je pense que c'est de plus en plus répandu. Moi, j'ai regardé un peu les chiffres à Montréal, puis il y a beaucoup de centres de cueillette. Donc, ça a été un engouement qui s'est lancé, qui a été, qui est pas juste à votre ferme aux petits oignons. Là. Je pense que ça s'est répandu comme courant. Il y a plein de gens qui ont acheté des poules, par exemple. Bon, moi, j'ai la cour pour ça, mais je me suis pas lancée avec la poule, là, mais c'est tentant quand même. Oui, tout à fait. Bien, le réseau des fermiers de famille dont on fait partie, là, la majorité des fermes ont pris des engagements là, au-delà de leurs espérances pour le nombre d'abonnements de paniers. Puis, ça a été, je pense, une occasion pour beaucoup de citoyens d'expérimenter là, cette formule-là de l'agriculture soutenue par la communauté, ce lien direct-là avec une ferme. Puis, ce qui est génial, au-delà de pouvoir s'approvisionner localement, c'est d'apprendre aussi à cette alimentation-là qui suit les saisons, d'apprendre aussi à découvrir ou redécouvrir des produits qui poussent bien dans notre terroir, puis d'apprendre aussi comment ces produits-là sont cultivés, par qui, de remettre aussi, je trouve très important, la relation humaine au cœur de la relation économique et au cœur de l'alimentation. Puis c'est quelque chose aussi que je voulais vraiment, à travers mon livre, faire des portraits d'agriculteurs aussi pour chacune. Je fais une cartographie de ce qui peut pousser dans notre terroir. Souvent, on pense que l'alimentation locale, c'est quelque chose qui va être limitant, qu'on va se priver d'une diversité, alors que notre terroir a une diversité incroyable à nous offrir. Et derrière chaque produit aussi, il y a un producteur, une productrice, une artisane, un artisan qui travaille avec passion et qui développe des savoir-faire. Oui. Et ça, Jean, tu le fais très bien, toi, rendre hommage tous les gens, les producteurs avec qui tu as travaillé pendant tellement d'années et tu continues encore. Et ce lien-là, il va, autant où les restaurateurs sont en difficulté, mais les producteurs peuvent continuer à travailler et ce lien-là va durer. Le lien va peut-être évoluer, c'est-à-dire que ce soit moins, que les gens pensent que c'est moins réservé aux gens qui ont des grands restaurants puis que tout le monde peut profiter de toutes ces cultures qui sont formidables. Qu'est-ce qu'on aurait fait au début, sans quelqu'un comme Jean Leblond, par exemple? Oui, ça, c'est un très, très bon exemple. C'est vraiment un exemple C'était notre parfait. jardin Charlevoix. Et tu disais ça tout au début, il y a 20 ans, il y a 2 décennies, là, les années 90, on n'avait pas grand-chose de chez nous. Et cette synergie qui s'est installée à travers les chefs et les gens qui cultivaient quelques affaires a été fabuleux et a amené tous les produits que nous avons aujourd'hui. Et là, on voit la relève aussi à côté avec Véronique. Et ça a été fabuleux. Sans ces artisans, sans ces producteurs, dans leur champ, avec leur élevage, avec leur agneau, le veau, là je parle toujours de Charlevoix, ça a été pour la majorité des chefs un élan extraordinaire. Et ça, on pense qu'aujourd'hui, en 2020, c'est là, puis ça a toujours été. Non, ça n'a pas toujours été. On n'avait pas d'huile d'olive et de vinaigre balsamique dans nos cuisines au début des années 90. Et là, on a juste à penser au fromage. Les fromages, là, c'est la plus belle définition. Et quelque part, oui, pour moi, le centre de chef oui chef, c'était mettre l'individu, l'humain et le produit au centre de ça, bien sûr avec humour, du moins j'espère, et c'était le but de dire c'est l'ingrédient, ce sont les gens, et d'avoir ça quelque part dans votre cuisine, c'est comme ça.
que vous pouvez grandir dedans. Et vous avez bien défini la situation, Leslie, dans ce que vous avez dit plus tôt. Les gens ont vu qu'il y avait quelque chose à faire. Okay? On a du temps, un peu plus de temps. Le temps, il n'est peut-être pas 100% parce que ceux qui travaillent à la maison puis qu'il y a des enfants, c'est pas toujours évident. Okay? Mais on se rend compte que comme on ne peut pas aller au restaurant, oui, on peut acheter de temps en temps les choses à emporter, mais on va se mettre à cuisiner. Et peut-être il y en a qui se sont décomplexés et qui sont aperçus qu'ils peuvent faire bouillir de l'eau et puis mettre un œuf dedans. Et puis que peut-être on pouvait aller plus loin et se dire que oui, finalement, la cuisine, c'est simple. Oui, on va me dire, ouais, mais t'es chef, c'est simple la cuisine. Oui, mais si tu as un ingrédient puis que les chefs compliquent parfois certaines choses, ok? On veut sortir des sentiers battus, on va faire des mélanges, des structures, des décorations qui sont différentes, mais en soi, la cuisine, c'est 2-3 produits, une cuisson qui est juste, s'il y a cuisson, et puis un élément qui va apporter une originalité ou un goût. Et de dire ça, vous avez déjà fait du millage, et finalement, je pense que ce temps de confinement va apporter quelque chose au monde. Les gens ils vont s'apercevoir que oui, il faut se recentrer sur ce qu'on a autour, sur nos jardins, sur nos champs, et de dire consommons vraiment local. C'est pas du cinéma. Quelque part, ça coûte pas trop cher. Il y a juste des fois à regarder ce qu'on peut acheter. J'allais dire comme cochonnerie avec des additifs. Oui, c'est le mot. Je ne sais pas si je peux prononcer le mot. Oui, tout à fait. Et je me dis, ouais, tu peux le faire d'abord avec beaucoup moins d'argent, et puis ça va être frais. Allez chercher des fruits, des légumes, un poisson qui vous plaît, et puis cuisiner végétarien. Ça coûte pas cher cuisiner végétarien. Je veux dire, une protéine dans les légumineuses, que sais-je, qu'on sait tout ça maintenant, et aller, puis cuisiner pour toute la cuisine. Et le temps va arriver et ça va rentrer dans un modèle de vie. Moi, je l'espère sincèrement, sans enlever de la business aux restaurateurs, bien évidemment, qui souffrent énormément aujourd'hui. Avec bonheur. On va les retrouver avec bonheur, enfin, ceux qui resteront. Mais on parlait justement des produits. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Si le produit est bon et frais, quand on fait des sushis, c'est vraiment et des soupes, c'est vraiment ça. On parle d'un garde-manger. Ça, vous avez tous ça en commun, c'est de nous donner d'excellents conseils. D'avoir un bon garde-manger, d'avoir qu'est-ce qu'on a dans notre garde-manger, qu'est-ce qu'on peut trouver pas loin, proche, et tout ça, c'est formidable. Mais je me suis dit, il doit y avoir eu des gens qui vont avoir pris l'habitude durant la pandémie de faire leur sushi, parce qu'un sushi, ça permet, ou les soupes, ça permet beaucoup de liberté. On fait ce qu'on veut, on met pas n'importe quoi, là, mais... j'ai l'impression, puis bien noblement, tu sais, d'avoir un peu aidé à démocratiser les sushis depuis quelques années. Certains puristes, au début, me tapaient sur les doigts de par mes créations un peu originales, non traditionnelles de sushis, mais j'ai complètement assumé le fait que j'avais réinventé les sushis parce que c'est de cette manière-là, je suis certaine que bien des gens qui ont découvert, qui se sont laissés aller à découvrir les sushis. Donc, c'est sûr que, tu sais, j'ai lancé le livre Sushi à la maison en 2013, donc 2014. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens qui, depuis, se sont rendus, se sentent beaucoup plus à l'aise de faire des sushis à la maison et d'oser, comme on disait, d'essayer de faire des mélanges. Mais c'est comme ça, moi, que j'ai découvert ma passion. Ça m'a beaucoup inspirée quand vous avez parlé du millefeuille. Parce que je suis cette personne-là qui, la première fois, a fait un sushi. J'ai vraiment l'impression que ça a changé ma vie. Puis, à ce moment-là, je me suis dit que ma vie allait être un long sushi sans fin en ce qui me concerne. Puis, c'est pour ça que je l'ai réinventé à plein de façons, à plein de sauces et à plein de soupes maintenant. Donc, ma ligne directrice s'est rendue jusqu'à un livre soupe aujourd'hui. Mais effectivement, quand on a un garde-manger composé de petites sauces qu'on peut avoir sous la main, on peut créer vraiment de grandes choses instinctivement avec l'intuition ou en suivant, évidemment, nos livres de recettes pour vous aider. On a parlé des fromages, puis on parle des sushis. Il y a 20 ans aussi, ça commençait, là. Oui. Alors là, est-ce qu'on est capable de se projeter? Parce que vous avez regardé, vous avez vécu l'évolution du Québec à travers la gastronomie. D'ailleurs, dans votre livre, vous parlez des salades. Tu sais, on est passé de l'iceberg qui était comme ça à ça. Puis il y a eu la période avec les raisins, les pommes. Puis il y a eu des périodes de coups. Il y a eu toutes sortes de périodes. Juste par la salade,
garde, on voit qu'il y a eu une évolution. Mais est-ce qu'on est capable de se projeter? Bon, on espère qu'on va être plus dans l'autonomie, comme Véronique disait, mais est-ce qu'on est capable de se projeter dans, je vous dirais, dans 5 ans, dans 10 ans, vers quoi on va aller? Quelle va être notre cuisine dans quelques années? Vous n'avez pas de boule de cristal, je le sais, mais vous avez quand même une intuition et un flair. Il y a un autre élément durant la pandémie qui m'a vraiment que j'ai observé, c'est le rôle des médias sociaux. Parce que si cette pandémie, si on aurait vécu cette pandémie il y a 20 ans, on n'aurait pas eu YouTube, on n'aurait pas eu Instagram. Et mon petit garçon de 16 ans, il vient me voir tout le temps qu'il a regardé un YouTube de X, Jamie Oliver ou quelque chose. Et il est intéressé par la cuisine parce que maintenant, il peut apprendre des techniques. Et au début de YouTube, on trouvait toutes sortes de vidéos. Mais maintenant, on commence à voir des bons chefs, les vidéos qui sont dynamiques. Et c'est très appétissant pour la jeunesse. Alors, quand je regarde le futur, les livres sont meilleurs qu'avant. Moi, j'ai une petite tendance de dire aux gens, les livres que vous avez qui datent de très longtemps, là, peut-être c'est le moment de renouveler la bibliothèque culinaire parce que la qualité des livres est extraordinaire maintenant. La qualité des images, c'est tellement inspirant. Et si on est intéressé de faire n'importe quoi, on peut l'apprendre sur YouTube avec quelqu'un qui est compétent. Alors, pour le futur, je vois un futur que la cuisine, c'est devenu aussi un passe-temps. Et durant le confinement, on n'avait plus le théâtre, on n'avait plus le ballet, on n'avait plus le symphonie. C'était une chose à faire aussi. Oui, puis il y a une notion de créativité qui est formidable. C'est à ça aussi. Alors, quand je regarde mon garçon qui vient me voir avec des vidéos, moi, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je suis très positif que la cuisine, l'explosion n'est pas finie. Je trouve que ça finit pas. C'est un intérêt pour les jeunes que j'ai jamais vu, que moi, j'ai pas vu avec ma génération, mais mes enfants, ils sont très branchés cuisine et peut-être c'est à cause de leur mère qui est obsédée là, à un point. Non, mais vous avez raison, Leslie. Moi, de ma génération, j'étais la seule qui faisait la cuisine. C'est ça. Donc, c'est moi qui recevais des amis, puis j'aimais ça, j'avais pas de mérite, là. Oui. Mais c'est vrai que moi, je vais autour de moi, mes neveux, mes nièces, puis ils mettent la main à la pâte, puis ils ont envie de découvrir. Puis effectivement, tout ce qui est réseaux sociaux, c'est formidable. Jean, tu voulais dire? Oui, je voulais dire, c'est un bon point. Il y a encore 15-20 ans, quand je donnais des ateliers de cuisine, comme ça, je disais toujours qu'il y avait une génération de perdus. Alors, la génération de perdus, c'est la maman qui n'a pas pu donner, comment dirais-je, tout ce qu'elle connaissait au point de vue cuisine à sa fille ou à ses enfants, parce que le monde a fait en sorte que tout le monde travaillait. Et les femmes n'étaient plus comme avant, toujours à la maison, à faire la cuisine. Et cette génération qui avait 30 ans, 40 ans à cette époque-là, elles n'avaient pas de recettes, elles n'avaient pas de repères. La maman, la grand-maman n'avait pas donné la recette à la tourtière qu'on faisait depuis, j'allais dire, des décennies au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou ailleurs. Okay? Puis la recette de la grand-mère, c'était celle qu'il fallait faire. Et le fait que tous ces médias sociaux soient là depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, fait en sorte, et c'est de mieux en mieux fait, tout à fait, les livres aussi, c'est de mieux en mieux fait, il y en a beaucoup aussi, alors c'est parfait, font en sorte que cette nouvelle génération peut voir. Toute la technique dont vous expliquiez, elle est là. Et puis on s'aperçoit quelque part, c'est pas si compliqué de griller quelque chose, de bouillir quelque chose, d'enfourner quelque chose, de frire quelque chose. Okay? On comprend le principe et puis tout le monde est capable quelque part de mélanger 3-4 ingrédients. Et ça va peut-être être une révolution. Alors, tu étais la seule qui cuisinait à ton époque, OK, autant où tu étais aux Ursulines à côté du Château Frontenac, sans doute. Oui, quand j'étais serveuse au Temporel. Oui, à côté. Et maintenant, aujourd'hui, on a... Parce que sans doute, il y avait une maman puis une grand-maman qui n'étaient pas loin. Oui, ma grand-mère, moi, faisait 100 tartes à Noël. Ah, voilà, c'est ça. Au cas où il y aurait des gens qui viendraient. Et comme les gens savaient que la grand-mère faisait 100 tartes, il y avait des gens qui venaient. Et à partir de là, évidemment, tu as appris la cuisine. Aujourd'hui, avec tous ces réseaux sociaux, avec ce mouvement, comme disait Véronique, qui s'en va sur allons local, je pense qu'il y aura une prise de conscience. Est-ce qu'on va reprendre rapidement nos vieilles habitudes dès que le virus va se sauver? Il faut faire attention, il y en aura peut-être un autre qui suivra celui-là.
mais quand même, il y aura une petite germe à l'intérieur qui va rester et les gens vont se dire, attention, là, OK, on a connu quelque chose d'important et puis est-ce qu'on a envie de voir le centre-ville de Montréal ou de Québec vide ou n'importe quel de nos villages au Québec vide comme on les voit vides aujourd'hui? Je pense que cette germe-là va rester. Les gens vont prendre conscience que la nourriture est primordiale, que peut-être d'avoir son petit jardin, son petit plant de tomates, d'avoir ces petites choses en arrière pour ceux qui le peuvent. Et il y en a pas mal qui le peuvent. Même si le jardin peut être minuscule, on peut faire sortir 2-3 trucs de terre. Je pense que ça va sonner quelque chose et ça va rester. Je pense que oui. Puis je pense aussi, je vais revenir à Véronique, parce que dans ton livre, j'ai dit roman, c'est pour te dire comment c'est des personnages pour moi. Tous les gens dont tu as parlé, il y a quelque chose de tellement vivant, on veut savoir ce qui va leur arriver. Mais il y a une chose qui m'a vraiment frappée. Tu as parlé de ta tante, tu as parlé de ton père qui faisait le pain, ta tante qui faisait le chocolat chaud. Il y avait, moi, cette notion, et qu'on retrouve aussi dans le livre de Leslie, cette notion de transmission qui est importante. Mais il va y avoir aussi une transmission au niveau des techniques, de la cueillette, des recettes qu'on faisait autrefois et qu'on redécouvre et qu'on refait. J'imagine qu'avec les produits de la ferme, il y a beaucoup des légumes oubliés, entre autres. Et ça, on les a utilisés, mais nos grands-parents les utilisaient, puis on les a comme boudés, je ne sais pas pourquoi, et on les redécouvre dans des livres, des ouvrages comme le vôtre. Oui, tout à fait. Bien, en fait, avec ce livre-là, mon objectif, c'est que les gens transforment leurs habitudes alimentaires pour partir de l'aliment plutôt que partir de la recette. J'ai ce désir-là qu'on transforme nos systèmes agroalimentaires pour qu'ils soient plus durables. Et aussi, dans mon entreprise, vous en parliez, la notion de respect autant du vivant que des humains dans tous les maillons de la chaîne. Pour moi, c'est vraiment central. Oui. Et ce qui m'a amené à l'agriculture, pour moi, c'est cette indignation-là face aux injustices sociales et environnementales. Et j'ai ce désir-là que les gens se questionnent davantage sur comment sont produits les aliments, dans quel contexte. Est-ce qu'il y a eu exploitation d'humains ou de ressources? Est-ce que cet aliment-là est un aliment qui est produit de façon durable. Donc, en partant de l'aliment, forcément, il faut changer notre façon, nos réflexes culinaires, puis être capable là, d'adapter nos recettes pour, oui, se rapprocher de la terre, des producteurs, faire des choix. Je pense qu'on a le pouvoir, en transformant notre façon de cuisiner, de transformer la géographie agricole du Québec de demain. Si on remplace l'huile d'olive dans notre cuisine par l'huile de caméline, de tournesol, de soya, on pourrait transformer le visage de l'agriculture au Québec aussi. Si on consommait plus de protéines végétales, il y a certaines légumineuses qui peuvent pousser ici. On peut, après ça aussi, avec un même budget alimentaire, consommer plus de protéines végétales, donc moins de protéines animales et pouvoir se permettre là, d'acheter de petits élevages d'animaux au pâturage. Donc, oui, de faire des choix là, qui sont plus éthiques et qui vont contribuer à une transformation là, pour que mes enfants, mes petits-enfants puissent aussi continuer à bénéficier d'une diversité, d'une saine alimentation. Je fais le parallèle aussi entre l'agriculture écologique et la saine alimentation. Finalement, c'est une diversité qui est importante aussi. Il y a beaucoup de parallèles là, à faire. Mais c'est vrai, tout ce que vous dites. Puis il y a une chose que j'ai beaucoup aimée, puis je pense que Leslie en a parlé aussi, c'est de se dire, bien, consommons moins de viande, mais consommons de la meilleure viande. Tu sais, on n'est pas obligé d'en manger tous les jours. On peut en manger qu'une fois par semaine. Mais se dire, on va avoir une belle pièce, on va connaître l'éleveur, on va savoir comment les animaux sont traités, comment tout ça se passe. Tu sais, qu'on connaisse, c'est une traçabilité, en fait. Et puis cette traçabilité-là, c'est la même chose quand on utilise du saumon, vous en utilisez d'une façon... c'est vraiment des grandes quantités. Oui, oui. Là. Puis il faut savoir d'où viennent ces produits. Puis c'est toujours la même base, se dire, c'est pas si compliqué de faire la cuisine si on a les produits, puis savoir pour porter intérêt à ces produits-là, poser des questions. Et c'est peut-être ça qu'il faut dire aussi aux gens qui nous écoutent, quand vous achetez, posez des questions.
Ayez pas peur de dire d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, parce que vous, les gens, vos sushis, parce que la fraîcheur qui les charme, mais vous, comme créatrice, comme productrice, comme chef, vous êtes obligé de vous poser des questions. Ben oui, puis tout simplement en produisant, en commercialisant des produits, je veux savoir ça vient d'où, je veux pouvoir apposer fait au Québec, évidemment un produit local. En Gaspésie, il y a énormément de pêcheurs, évidemment, donc j'ai beaucoup aimé aussi, depuis quelques années, on peut savoir quel est le nom du pêcheur qui a pêché votre homard. Donc, certaines fois, j'ai créé des sushis, des bols pokés avec le nom de la personne qui a pêché le homard ou le crabe. Donc, c'est chouette de pouvoir se permettre d'avoir un produit local, québécois, ou parfois, peut-être transformé ici. J'en parlais avec Stéphano récemment aussi. Tu sais, il lance ses sauces, tomates et tout ça. Ces tomates, il peut malheureusement pas les avoir ici, mais du moins, il les exporte, mais il fait travailler des gens d'ici. Donc, c'est toutes sortes de manières de faire rouler l'économie aussi québécoise. Oui, parce qu'on a bien besoin de ça actuellement. Oui. Il y a un truc qui m'a aussi intéressée en vous lisant tous, c'est les informations qu'on peut tirer de tout à la lecture de vos livres. C'est-à-dire, il y a des choses qui étaient exotiques qui le sont moins. Et ça, c'est assez fascinant. Je veux dire, on trouvait ça très original, manger des mangues. Il y a 20 ans, puis des kiwis, tout ça. Je me souviens, moi, du premier kiwi que j'ai vu dans ma vie. Je trouvais ça magnifique, déjà, la couleur. Mais je me dis, on a il y a des modes, il y a des périodes. Et je me dis, actuellement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est bon, on a parlé du pain au tout début. Vers où est-ce qu'il y a un aliment chouchou, par exemple? Est-ce que vous avez un aliment chouchou, vous avez découvert là, récemment, puis vous vous dites, ça, j'en mettrai partout, je veux que tout le monde connaisse ce produit-là? Les topinambours. Légumes oubliés? Oui. L'ail noir. L'ail noir, j'ai essayé des recettes avec ça de dessert. Okay? Dans le dessert, c'est fabuleux. Oui. Il y a une crème glacée à l'ail noir, là. C'est sucré en plus. Puis ça a une couleur un peu particulière. C'est noir, mais dans le dessert, c'est quelque chose de superbe, vraiment. Et pour l'avoir utilisé en entrée, en plat principal, l'ail noir fonctionne dans le dessert. J'aime beaucoup les légumineuses, comme vous l'avez entendu, mais aussi beaucoup les légumes racines. Okay? Alors, le pané, j'aime le pané. Alors, bien sûr, dans la soupe, là, on parlait de lentilles dernièrement, là, j'aime les soupes. Mais ça, c'est la grand-mère dans l'auberge. Okay? Ouais. Les soupes, c'est présent. Puis, en ce moment, il commence à faire froid, là. Et tu ouvres le congélateur, je me fais des grosses quantités, j'ai 2-3 soupes qui roulent, et puis j'aime les soupes. Bien sûr, je peux y mettre, quand elle est réchauffée, un peu de parmesan, des croûtons, et tout le reste qui est autour, une bonne huile. Vous parliez de caméline, vous avez bien raison, on n'a plus besoin d'huile d'olive quelque part. Je ne dis pas plus besoin, mais on peut utiliser celle-ci. Et ça, c'est des produits qui réchauffent. Dans des moments où on a besoin de chaleur puis qu'on ne peut plus se serrer dans nos bras, allons chercher quelque chose qui réchauffe. Le chocolat chaud. Okay, le chocolat, ce n'est pas de chez nous. Maintenant, on peut se faire des plaisirs avec ça. Oui, ça tournerait autour de ça. Je ne sais pas, Leslie, autre chose? Mais Leslie parle de... Moi, j'ai testé la soupe à l'oignon de Leslie, qui est formidable. C'est bon. Oui, alors c'est dans mon livre, mais la recette vient de Jean-François Vachon, le chef de l'Express, que j'ai goûté quand il était à un autre restaurant. Quand il était sur Masson? Quand il était sur, peut-être M sur Masson, ou peut-être quand il y avait l'autre restaurant qui était sur... mon Dieu, il y en a fait... il était à la Bastide, il était... en tout cas, je pense que c'était M sur Masson. Mais on le suit toujours, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on le suit. Oui, c'est un très bon chef. Et c'est amusant de temps en temps de demander des recettes aux chefs, parce que c'est sûr que les chefs vont toujours avoir les recettes les plus... c'est pas brancher le mot, mais on dit en anglais cutting edge, edgy. Les gens qui sont les plus cool, ils sortent les produits les plus intéressants. Pour moi, un ingrédient qui était la révélation de peut-être les 2 dernières années, j'ai un texte dans le livre, c'est le bœuf vieilli. Oui. Et quand je parlais à mon beau-frère parisien, il dit, écoutez, c'est pas un bœuf vieilli, c'est un bœuf maturé. Alors, on était obligé dans le livre de voir si maturé ou il dit vieilli, c'est ridicule. À la fin, on a mis vieilli. Oui, mais en France, ils disent maturé.
Alors, j'ai appris Il faut quelque chose. laisser faire les Français. Oui. Ouais, je suis d'accord avec ça. Parfois. Puis revenir chez nous. Parfois. Et quand on parle d'ingrédients qu'on mange peu, moi, je mange... quand j'écris dans le livre, je parle du côte de bœuf. Parce que quand je mange du bœuf, j'investis. Je trouve on investit parce que c'est un paiement de voiture parfois. Ces gros morceaux de bœuf de qualité. Oui. Et le bœuf vieilli, c'est très intéressant. Je dirais même que la meilleure chose que j'ai mangée dans ma vie, c'est du bœuf vieilli 1 an d'un boucher à Montréal qui s'appelle Marc Bourg. C'était un peu le parti de côté, parce qu'il y avait des parties qui étaient un peu funky, comme on dit, que c'était mieux de les cracher parce que je ne suis pas convaincue, c'était encore bon. Mais il y avait une autre partie, le goût umami extraordinaire et avec un whisky Ardbeg. Oh là! Alors, un whisky Ardbeg à PD Whisky. On dit que ça goûte les pansements, alors c'est bizarre, hein? Et ça, avec ce bœuf vieilli de 1 an, quand même. 1 an, et je mangeais ça ensemble, j'ai eu un genre d'explosion. J'ai dit, wow, c'est quelque chose. Mais vous disiez aussi que c'était très, très tendre, la c'est partie, très, très tendre, c'est très comme le bœuf intense. japonais, c'est comme le Kobe un peu? Pardon? C'est comme le bœuf japonais? Oh, non, ça commence à tomber dans les goûts de fromage bleu, de prosciutto. Ça ressemble plus à du charcuterie. Et là, il est en train de faire du veau vieilli. J'ai envie de le goûter, mais... Ça sort tout seul de la cave, hein, ces affaires-là. Les choses un peu pourries, surtout la fermentation, tout ce qui est fermenté, on voit dans le monde des vins. Oui. Les vins nature, c'est goûts bizarres. Oui. Les goûts qui sortent de l'ordinaire. Les légumes qu'on connaît pas, qu'on commence à découvrir, des produits, même toutes sortes de courges. Je pense que ce qui est très branché maintenant, c'est des découvertes aussi. Oui. Et de l'autre côté, des choses comme les panais. À quel point un panais, avant la cuisine, c'était les truffes, c'était les grands... Oui, puis on en mettait partout. On peut faire quelque chose d'extraordinaire avec un rutabaga. Oui, tout à fait. Mais la fermentation, tu parlais de choses je ne sais pas si on peut dire à la mode, mais c'est vraiment une grande tendance, la fermentation. Ouais. Et je pense que si on veut conserver des choses un peu plus tard, ça, c'est quelque chose qui pourrait rester, assurément. Ouais. Oui. Mais on parle de fermentation, mais de légumes et tout ça. Mais est-ce qu'il y a parce que moi, ils ont suggéré des choses intéressantes et étranges. Est-ce qu'il y a des produits aux petits oignons où c'est nouveau, que vous avez commencé à faire tout récemment, puis vous dites ça, on s'en va vers ça, là. Il a parlé de rutabaga, de Krone et tout ça. Est-ce que ça pourrait être des produits, est-ce que ce sont des produits qui sont de plus en plus les chouchous des consommateurs? Bien, nos abonnés de panier ou nos consommateurs sont toujours à l'affût de nouveaux aliments qu'on peut produire localement. Puis il y a quelques années, on s'est mis à produire du gingembre et du curcuma en serre. Puis ça a été très bien accueilli parce qu'on pouvait remplacer un aliment épice qui était d'origine importée par quelque chose qui pousse localement. Puis comme on peut le commercialiser directement, on arrive à le vendre aussi à un stade jeune. Donc on vend du bébé gingembre, du bébé curcuma. Il n'y a pas de fibres dedans. On rentre dans la saison justement où on le récolte en serre. Ça fait d'excellentes tisanes réconfortantes, là, gingembre, curcuma avec le miel. Moi, quand je voyage, je ramène toujours du miel parce que les abeilles vont aller récolter la saveur du terroir en butinant les fleurs qui poussent dans un environnement. Donc, le miel goûte différemment d'une place à l'autre. On fait déjà une 60aine de légumes différents. Puis moi, ce que j'aime bien dans la saisonnalité aussi, c'est de ne pas manger certains aliments pendant plusieurs mois. Ouais. On les redécouvre à chaque année. Puis souvent, je fais le parallèle avec la saison des couleurs qu'on a ici la chance d'avoir aussi flamboyante au Québec. Si c'était les couleurs à l'année, probablement qu'on serait blasé puis qu'à un moment donné, on ne trouverait plus que c'est aussi flamboyant. Mais à chaque année, on redécouvre ces paysages. Donc, avec une alimentation saisonnière aussi, à chaque année, on redécouvre. Oui, découvrir des fraises en été. On a hâte que l'été arrive pour les fraises. Comme on disait tout à l'heure qu'on est heureux que l'hiver arrive pour les manger, de boire les soupes et les tisanes réconfortantes et tout. Et il doit y avoir des tendances aussi avec les soupes, que les gens vont aimer plus particulièrement tel genre de potage. Et, parce qu'il y a quand même une variété de soupes. Je ne sais pas combien il y en a dans le livre. 110. Mais, oui, c'est ça, il y en a beaucoup. Donc, il doit y avoir là, des petites tendances qui se dessinent pour l'hiver qui s'en vient. Bien, avec ma ligne directrice qui est les sushis, les tartares et tout ça, dans ce livre-là, au départ, moi, je voulais vraiment faire un livre comme ramen. Je voulais vraiment juste
y aller avec ça, mais en cuisinant, en découvrant, en me rendant compte moi-même en cuisinant qu'un bouillon, ça peut être quand même très simple à faire quand on a les bons ingrédients, évidemment. Donc là, je me suis en allée un peu partout. Je me suis dit, un bouillon un peu plus faux, bouillon de bœuf, citronnelle. Puis après ça, je suis allée un peu partout, finalement, avec ce livre-là pour le réinventer. Et moi, mon ingrédient ces temps-ci, qui a pas de lien avec ce livre-là parce que je travaille sur d'autres projets, évidemment. Quand il y en a un qui sort, c'est parce qu'on est en train d'en faire un autre. Mais j'ai vraiment découvert le chou-fleur. Là, vous allez peut-être trouver ça étrange, mais j'ai changé mon alimentation il y a plus de 2 ans pour diminuer un peu les sucres. Donc, pain, patate. Puis, je me suis retournée vers le chou-fleur qui peut être un substitut à tellement de choses. Puis, je le cuisine vraiment énormément dans plein de sortes de façons différentes ces temps-ci. Puis, je trouve ça extraordinaire de découvrir un aliment qui pousse très facilement ici, donc le chou-fleur. Puis, vous verrez ça bientôt. Ben oui, puis c'est bon cru, c'est bon râpé, c'est bon de toutes sortes de façons. Cuit, poêlé, rôti. Je pense peut-être que mon prochain livre va s'appeler Chou-fleur. Chou-fleur, c'est joli, Chou-fleur. Miss Chou-fleur. Alors là, on va peut-être passer à la période des questions du public. Ah, mon Dieu. Je pense que je vais l'adresser carrément à Véronique. Je me demandais si vous aviez un seul conseil pour commencer à entamer la transition vers une alimentation plus responsable, surtout pour quelqu'un qui habite en ville. Moi, je peux dire tout de suite qu'on peut trouver des paniers en ville, puis il y a vraiment plusieurs adresses. Ça m'a étonné à quel point il y en avait. Il y en a vraiment plusieurs. Mais vous, qui êtes la spécialiste, qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui habite un 3,5 avec un balcon? Bien, d'abord, c'est de faire la cartographie de ce qui est disponible, comme vous le dites. Il y a des paniers bio qui sont livrés. Là. Il y a beaucoup de fermes de notre réseau des fermiers de famille là, sur le site fermierdefamille.com. On peut trouver la ferme qui livre le plus près de chez nous. Mais c'est de voir aussi dans notre quartier, je dirais, sortir un petit peu des supermarchés pour trouver ces produits-là. Souvent, j'aime bien dire que les grandes fermes industrielles qui vendent au supermarché, leur client, c'est le supermarché. Donc, ils vont produire pour les besoins de ce client-là qui est le supermarché. Donc, des aliments qui ne sont pas nécessairement goûteux ou nutritifs, mais qui vont bien se transformer, qui vont bien se transporter, qui vont durer longtemps sur les tablettes. Donc, de sortir de ces circuits-là, ça nous permet de découvrir d'autres produits, de discuter avec les gens. On parlait des médias sociaux, ça peut être des façons aussi de découvrir des formes d'approvisionnement alternatifs. J'en parle beaucoup dans mon livre, autant comment s'approvisionner autrement, mais aussi comment cuisiner autrement, comment manger autrement, même comment recevoir autrement. Puis on peut apprendre, oui, à travers des livres de recettes, des blogs et tout ça, mais on peut apprendre à travers des cuisines collectives, à travers des amis. Si on n'a jamais fait de lactofermentation, on en parlait que c'est très populaire, mais c'est très facile à apprendre. Il suffit de trouver quelqu'un qui en fait, on en fait ensemble, ou apprendre à faire du pain au levain. Bien, quelqu'un qui fait son pain au levain, on se dit hey, on va faire notre pain ensemble. Donc, il y a toutes sortes de façons alternatives aussi d'apprendre les uns des autres. Puis pas toujours dans une relation qui est économique. Ça peut être des occasions d'échange, de partage qui peuvent être totalement gratuites. Et ce sont des activités, on en parlait aussi, de voir la cuisine, non pas comme une corvée, mais de voir que la cuisine peut trouver une place aussi d'activités qu'on fait en couple, en famille, entre amis. On peut cuisiner, on peut jardiner ensemble, apprendre ensemble. Donc, je pense que, tu sais, puis j'en parle beaucoup dans mon concept de résilience alimentaire, de bâtir des réseaux solidaires. Puis ces liens-là qui nous unissent vont nous enrichir beaucoup mutuellement et collectivement. Bien, c'est des discussions, en plus, agréables à avoir, là, quand que ce soit entre amis ou simplement aller voir un producteur ou de voir un bon boucher, quand on a un bon boucher ou un bon poissonnier. On est heureux de parler avec lui de l'arrivée de ses produits. Vous en parlez dans votre livre, puis Jean t'a parlé, t'es là, je le répète, mais c'est tellement ça ton livre. Et de se dire, oui, je sais d'où il vient ce miel-là, parce qu'il a poussé les abeilles l'ont récolté pour nous, gentiment. Et il y a une question qui vient qui dit, est-ce que vous pensez que on dit que le manger responsable coûte cher? Est-ce que ça prend plus de temps, plus d'organisation? Moi, j'ai l'impression que c'est une question d'habitude plus que... Oui, au début, c'est peut-être... Oui, on va éviter les supermarchés, puis on va essayer d'aller voir les gens un par un, des gens qui ont leur propre commerce. Mais c'est peut-être une question juste d'habitude. Je ne sais pas si... Oui, de planification sans doute au début, organisation sans doute.
En ce qui concerne les paniers, j'ai quelques textos de temps en temps avec une photo d'une amie ou d'un ami qui me dit « C'est quoi ce légume-là là? Qu'est-ce que je fais avec ça ?» Or, tu reconnais des bêta-cartes, tu reconnais des légumes qu'on n'est pas habitué. Ouais. Alors oui, au début, la première année, et vous devez vous faire poser ce genre de questions, n'est-ce pas, Véronique? Ben, tout à fait. En fait, ça fait 15 ans qu'à chaque semaine, j'écris à nos abonnés de panier et que je suis obligée de leur donner des recettes, d'où l'idée à un moment donné de sortir un livre qui permet aux gens d'être capable d'improviser en cuisine avec certaines bases, là, parce que je donne des bases de recettes à la fin, mais oui, il faut... Alors oui, c'est de l'organisation, c'est aussi connaître les produits qui nous arrivent, qu'on peut trouver. C'est être curieux. Finalement, c'est être curieux. Et si vous aimez un peu manger, si vous aimez un peu découvrir, si vous êtes curieux, vous allez rentrer là-dedans très, très rapidement. Faut vouloir, OK? Ça doit être dans vous, vouloir cuisiner et s'alimenter soi-même. C'est comme aller faire son jogging tous les jours. Ça doit être ancré en vous. Est-ce que ça arrive naturellement? Non, ça n'arrive pas naturellement. Il y a un petit effort à faire. Pardon? Un petit effort de départ à faire. Oui, un petit effort. Mais il y a une récompense. Une fois que vous avez le sens de cet effort-là, après, vous découvrez des choses extraordinaires. D'être plus en forme. Là, je parle du jogging, de ne plus avoir mal au dos. Oui, mais mieux manger, on est plus en forme aussi. C'est ça, j'allais dire. Et mieux manger, c'est être plus en forme, c'est aller voir moins son pharmacien. J'aime beaucoup les pharmaciens, c'est des bons clients, mais on peut bien manger et nourrir comme il faut son corps et devenir en forme et être en forme, oui. Il y a une question précisément pour Geneviève. Quels sont les ingrédients de base qu'on trouve toujours chez toi? Chez moi? Chez vous. C'est ma seule. Moi, je lis la question telle quelle, alors c'est pour ça que je vous tutoie. Je dois. Ben oui, c'est parfait, c'est parfait. J'avoue que je cuisine énormément avec le beurre. Oui, je l'avoue, je l'assume. Gingembre, ail aussi énormément, l'ail noir aussi. J'en ai toujours à la maison. Puis surtout dans mon style de cuisine récemment avec les soupes et tout ça, puis sur d'autres projets sur lesquels je travaille, j'utilise énormément la crème, vraiment des trucs. Quand même assez de base, si on veut. Oui, j'avoue. Puis il y a eu toutes sortes de sauces asiatiques, évidemment, puisque c'est ma marque de commerce. J'ai toujours de la sauce voisin quelque part. Donc, voilà, je suis du type sauce. Mais c'est une bonne idée. On est à la dernière question. On achève. Et je vais vous poser celle-là à toutes, puis vous me répondez brièvement. Quelle recette allez-vous faire en novembre pour vous réconforter? Parce que c'est un mois qui est un peu gris. Et, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous revient tout de suite à l'idée en disant, bon, mais j'imagine que Geneviève, vous allez faire des soupes. Ben oui, non, c'est sûr. Même moi, je me suis auto-découvert une facilité à faire des soupes à la maison. Donc, c'est sûr que ma ramen and cheese là, va être assurément très présente dans mes bols en novembre. Bon. Véronique? Bien, chez nous aussi, il y a une soupe qu'on aime bien faire, puis nous, je l'appelle la soupe tonkinoise, mais on peut la faire, puis comme je présente cette base-là. Mais ce qui est intéressant avec cette recette-là, c'est que c'est une façon aussi de manger autrement. On met à disposition sur la table, les enfants participent, couper, râper des légumes, et chaque personne fait son bol, remplit son bol de légumes, puis on verse le bouillon chaud par-dessus. On peut après ça garnir de coriandre. Dans le bouillon, on peut mettre des crevettes, du tofu, des nouilles si on veut quelque chose de plus consistant. Puis les légumes sont crus. On met le bouillon chaud, puis on met une assiette par-dessus. Ça réchauffe, puis pendant ce temps-là, on se raconte notre journée. Puis après ça, on ouvre l'assiette, puis on mange, puis on a chacun une soupe différente parce que moi j'aime pas les poivrons, mes enfants aiment ça. Donc, on peut mettre tous les légumes qu'on aime. Puis l'important, c'est qu'on ait une diversité puis une quantité de légumes, puis chacun choisit. Puis en plus, s'il en reste, le lendemain, tu mets ça dans des pots maçons, puis tu remets du bouillon, puis tu as ton lunch. Oui, bien, les légumes, souvent, il en reste. Puis ce qu'on fait avec, c'est des rouleaux de printemps. Puis des fois, on les roule dans des feuilles de riz, mais on peut les rouler dans des feuilles d'algues aussi. Puis ça fait des super bons lunchs aussi. On perd rien chez vous, j'en suis persuadée. Non, c'est ça qui Jean, plat réconfortant? Bon, on a compris que le chef Oui Chef, ce livre-là en question, a été motivé par mes 3 petits-enfants qui voulaient toujours que je leur raconte une histoire. Alors, bien sûr, je leur ai raconté beaucoup d'histoires, puis à chaque fois, c'est raconte encore cette histoire, raconte le chapeau de la reine, raconte le cochon que le grand-père il tuait, ok? Alors, je suis très influencé par les demandes des enfants quand ils viennent au chalet ou qu'ils viennent à la maison. Le deuxième petit enfant, c'est une fille qui s'appelle Zoé, c'est l'artiste. Alors, elle, c'est la paella. Alors, Zoé, c'est la paella. C'est la paella.
l'autre, c'est de la mousse au chocolat. Alors, tant que tu veux de la mousse au chocolat. Et quand ils vont venir 3-4 jours à la maison, au chalet, là, avant, je sais exactement ce qu'ils veulent. Okay? J'ai la panoplie. Alors, bien sûr, il y a de la soupe. Ça va de soi, il y a de la soupe et quelques choix de soupe. Et je fais leur choix de plat. Mais en ce moment, c'est vraiment les trois plats qui roulent très fort. C'est très populaire. Je vais m'inviter à aller manger chez toi. Et Leslie, on termine. Vous avez la note de la fin. Ben, moi, je suis vraiment obsédée par le poulet rôti. Je vais vous dire, toute ma vie, j'en ai rôti, j'ai fait des articles, j'ai goûté dans les restaurants. Je dis tout le temps, si on va au restaurant, s'il y a du poulet, je le commande pour voir ce que le chef va faire avec. Ça dépend du poulet, ça dépend de tout. Il y a une recette dans mon livre qui s'appelle le poulet d'Antoine, qui est motivée par une recette d'Antoine Westerman, un grand chef, que c'est moitié poché et moitié rôti à haute température. Pour moi, c'est à date, c'est le meilleur poulet rôti que j'ai goûté. C'est à cause de chef Westerman qui a eu cette idée merveilleuse dans son restaurant qui s'appelle le Coquelicot. Alors, même ce soir, je vais manger ça et c'est juste avec un jus de cuisson et avec des légumes racines locales, c'est québécois, avec une bonne bouteille de vin parce que chez moi, on boit toujours du vin avec les repas sérieux. Persuadée que ça va J'ai toujours du vin à table avec moi, j'en aurai toujours, et avec un bon vin, et tout le monde autour de moi, et surtout à table, avec des nappes, avec des serviettes. Et il y a des gens des chandelles, un peu de musique, et c'est tous les soirs comme ça chez moi. Alors, c'est ce que je nous souhaite à tous, une soirée qui va ressembler à celle de Leslie. J'ajouterai le pudding au riz. Et on vous remercie d'avoir été avec nous pour cette table ronde gourmande avec des auteurs que je vous invite tous à découvrir. Leurs livres sont formidables, extrêmement inspirants et extrêmement appétissants. Bonne journée, puis bonne lecture.